Quand on attire la poisse On a beau se terrer n'importe où, ou disparaître à l'autre bout du monde, on est toujours rattrapé. Il était une fois un homme qui était devenu si pauvre qu'il n'avait même plus une bûche pour nourrir le feu de son fourneau. Alors il s'enfonce dans la forêt pour y abattre un arbre. Mais ils sont tous trop grands et trop épais. Alors, il s'enfonce encore plus profondément jusqu'à en trouver un qui lui semble à sa mesure. Mais pile à l'instant où il lève la cognée, il voit sortir d'un taillis une meute de loups qui se jettent sur lui en poussant des hurlements. il se débarrasse de la cognée, il prend la fuite et il arrive sur un pont. Mais l'eau, par le fond, avait déjà bien érodé le bois. Et pile à l'instant où il s'y engage, le pont craque et s'effondre, manquant de l'entraîner avec lui. Que doit-il faire? Rester là et attendre que les loups le dévorent? Désespéré, il ose se jeter à l'eau. Mais comme il ne sait pas nager, Il coule. Quelques pêcheurs assis sur l'autre rive le voient se débattre dans l'eau. Alors ils vont le chercher à la nage et le ramènent sur la terre ferme. Ils l'installent contre un vieux mur pour qu'il puisse se réchauffer au soleil et retrouver quelques forces. Mais pile à l'instant où il revient à lui, comme il veut aller remercier les pêcheurs et leur parler de son triste sort, le mur s'écroule et l'écrabouille. Du genévrier. il était une fois, il y a très longtemps maintenant, peut-être 2000 ans, un homme riche qui avait une femme belle et pieuse. Et il s'aimait très fort, mais il n'avait pas d'enfant. Pourtant, ils en voulaient vraiment. Et la femme priait jour et nuit pour en avoir un. Mais il n'en avait pas. Il n'en avait jamais. Devant leur maison, il y avait une cour avec un genévrier. Un jour, la femme se met dessous pour éplucher une pomme. C'est l'hiver. Et pendant qu'elle épluche la pomme, elle se coupe le doigt et le sang tombe sur la neige. « Ah !» dit la femme, et elle soupire au plus profond d'elle-même, et elle regarde le sang, et elle est prise de nostalgie. « Ah ! Si seulement je pouvais avoir un enfant, aussi rouge que le sang,
et aussi blanc que la neige. Et tout en disant cette phrase, elle devient tout à coup très joyeuse. C'est comme si quelque chose allait arriver pour de vrai. Alors elle s'en retourne à la maison, et un mois se passe, et la neige disparaît. Et après 2 mois, tout redevient vert. Et après 3 mois, les fleurs sortent de terre. Et après 4 mois, tous les arbres se mettent à pousser dans le bois. Et les branches vertes s'en mêlent les unes aux autres. Et les oiseaux chantent et ça résonne dans toute la forêt. Et quand les fleurs tombent des arbres, alors le 5e mois est terminé. Et elle se tient toujours sous le genévrier qui sent tellement bon. Et son cœur commence à déborder de joie et elle tombe à genoux et elle n'arrive pas à se ressaisir. Et à la fin du 6e mois, les baies du genévrier sont devenues grosses et fermes. Et elle devient très calme. Et au 7e mois, elle les attrape sur le genévrier et elle les mange avec frénésie. Et alors, elle devient triste et malade. Et alors passe le 8e mois. Et elle appelle son mari et elle pleure. Et elle dit « Si je meurs, enterre-moi sous le genévrier. » Et alors elle s'apaise. Et elle se réjouit jusqu'à la fin du 9e mois. Et là, elle a un enfant. Aussi blanc que la neige et aussi rouge que le sang. Et quand elle s'en rend compte, elle se réjouit tellement qu'elle en meurt. Alors le mari l'enterre sous le genévrier et il commence par pleurer très fort. Ça dure un certain temps. Et puis les larmes coulent plus doucement, et puis il pleure encore un peu, et puis il s'arrête. Et alors il reprend à nouveau une femme. Avec cette nouvelle femme, il a un garçon. Mais l'enfant qu'il a eu avec la première femme est une petite fille, et elle est rouge comme le sang et blanche comme la neige. Et quand la nouvelle femme regarde son fils, elle l'aime vraiment très fort. Mais après, quand elle regarde la petite, elle en a des hauts le cœur. C'est comme si elle était en permanence en travers de son chemin et elle veut que son fils soit l'unique héritier de sa fortune et ça la turlupine et ça l'obsède et le diable la pousse à être contre la petite fille. Et elle la chasse d'un coin à un autre. Et elle la pince ici et elle la coince là. Si bien que la pauvre petite vit dans la peur en permanence. Et quand elle rentre de l'école, elle ne sait pas où se mettre pour avoir la paix. Un jour, la femme est dans la chambre du haut. Et là, son petit garçon monte la voir et lui dit « Maman, donne-moi une pomme. » La femme dit « Oui, mon enfant. » Et elle lui donne une belle pomme qu'elle sort d'un coffre. Mais le coffre a un gros couvercle bien lourd, avec une grosse serrure en fer Bien coupante. « Maman, dit le petit garçon, est-ce que la sœur peut en avoir une, elle aussi ?» Ça contrarie la femme. Elle dit pourtant oui quand elle rentrera de l'école. Mais quand elle la voit arriver par la fenêtre, c'est exactement comme si le diable s'était emparé d'elle et elle change d'avis et elle reprend la pomme à son fils et elle lui dit « Pas avant ta sœur !» Et elle jette la pomme dans le coffre et elle le referme bien fort. Et quand la petite fille passe la porte, le diable la pousse à lui dire très gentiment « Ma fille, est-ce que tu veux une pomme ?» Et en même temps, elle la regarde d'un air terrible. La petite dit « Maman, comme tu as l'air furieuse, oui, donne-moi une pomme. » Alors là, la mère se dit qu'elle doit la rassurer. « Viens avec moi !» dit-elle. Et elle ouvre le couvercle du coffre. « Attrape donc une pomme !»
Et quand la petite fille se penche à l'intérieur du coffre, le diable lui souffle Et elle rabat le couvercle tellement fort que la tête valse et tombe dans les pommes rouges. Et alors là, elle est envahie par la peur. Et elle se dit « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors, elle descend dans sa chambre. Et elle sort du premier tiroir de la commode un linge blanc. Et elle remet la tête bien en place sur le cou. Et elle la fait tenir avec le linge. Et puis, elle installe la petite sur une chaise, devant la porte. Et elle lui met une pomme dans la main. Si bien qu'on ne soupçonne plus rien. Ensuite, le petit va voir sa mère à la cuisine. Elle est devant le feu et elle touille une grande marmite remplie d'eau bouillante. « Maman » dit le petit. La sœur est assise devant la porte et elle est toute blanche et elle a une pomme dans la main. Je lui ai dit qu'elle devait me donner la pomme, mais elle ne répond rien. C'est bizarre. Retourne la voir. Et si jamais elle répond toujours pas, donne-lui une claque derrière l'oreille. Alors le petit va la voir et lui dit « Sœur, donne-moi la pomme. » Mais elle garde le silence, elle se tait. Alors il lui donne une claque derrière l'oreille. Et là, la tête tombe par terre. Alors il est terrorisé. Et il commence à pleurer et à crier. Et il court voir sa mère et il dit « Ah, maman, j'ai cassé la tête de ma sœur. » Et il pleure, et il pleure. Impossible de le consoler. « Mon petit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais garde le silence. Tais-toi. Il faut le dire à personne. De toute façon, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. On va la faire cuire en saumure. » Alors, la mère prend la petite fille et elle la découpe en tranches. Elle la met dans la marmite et elle la fait cuire en saumure. Et le petit, lui, reste là et il pleure. Et il pleure. Et ses larmes tombent dans la marmite. Et il n'y a pas besoin de rajouter de sel. Sur ce, le père rentre à la maison. Il se met à table et il dit « Mais où est ma fille ?» Alors la mère lui sert une grosse tranche qui flotte dans une sauce noire. Et le petit pleure sans pouvoir s'arrêter. Alors le père dit à nouveau « Mais où est ma fille ?» Ah, dit la mère. Elle est partie à la campagne pour aller voir la famille de sa mère. Elle compte y rester un moment. Mais enfin, pourquoi faire? Elle ne m'a même pas dit au revoir. Oh, elle voulait tellement partir. Elle m'a demandé si elle pouvait y rester 6 semaines. Elle sera très bien là-bas. Ah, dit l'homme, ça me rend vraiment triste, c'est quand même pas possible. Elle aurait pu me dire au revoir quand même. Sur ce, il commence à manger. Et il dit Mon petit, mais pourquoi tu pleures? La sœur va bientôt revenir. Puis il dit Ah, chère femme, j'adore ce repas. Donne-moi encore. Et plus il mange, plus il en veut. Et puis il dit Encore, encore, tout pour moi, rien pour les autres, vous n'aurez rien du tout. Et il mange. Et il mange jusqu'à la fin du plat. Et les os, il les jette sous la table. Mais le petit monte à l'étage et il va chercher dans le dernier tiroir de sa commode son plus beau foulard en soie. Et puis il ramasse tous les cartilages et tous les os qui sont sous la table et il les enveloppe dans son foulard en soie. Et il les met devant la porte et il pleure des larmes de sang. Et puis après, il va les déposer sous le genévrier, dans l'herbe verte. Et alors il se sent très léger tout à coup. Et il arrête de pleurer. Quant au genévrier,
il commence à se balancer et les branches vont l'une vers l'autre. De l'une à l'autre. Exactement comme si elle se réjouissait du fond du cœur, auquel battaient des mains. Et à cet instant, une brume se lève tout autour de l'arbre, et au cœur de cette brume, ça flambe comme du feu, et de ce feu s'échappe un très bel oiseau, et il chante très bien. C'est magnifique. Et il vole haut dans le ciel. Fla, 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 fla. Et quand il n'est plus là, le genévrier est redevenu comme avant. Et le foulard, avec les os, a disparu. Alors là, le petit garçon se sent très léger et très heureux, exactement comme si sa sœur était encore en vie. Alors il rentre tout joyeux à la maison. Et il se met à table et Il mange. Mais l'oiseau, lui, s'envole. Loin, loin, loin. Et puis, il va se poser sur la maison d'un orfèvre et il commence à chanter. ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit frérot, oh, sous la table a repris tous mes os, oh, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier, ma foi. Je suis cuit, cuit, le bel oiseau, cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi. L'orfèvre est assis dans son atelier. Il est en train de fabriquer une chaîne en or. Et là, il entend l'oiseau qui chante sur son toit et il trouve ça très beau. Alors il se lève. Et comme il passe la porte, il perd sa pantoufle. Mais il continue pourtant à marcher jusqu'au milieu de la route avec une seule pantoufle et une seule chaussette. Il porte encore son tablier de travail. Et dans une main, il a la chaîne en or. Et dans l'autre, la tenaille. Et le soleil brille tellement fort sur la route. Alors il s'arrête et il regarde l'oiseau. Et alors il dit, « Oiseau, comme tu chantes bien, chante-moi ton air encore une fois. » Non, dit l'oiseau. Je chante pas 2 fois gratis. Si tu me donnes la chaîne en or, je veux bien chanter encore une fois. Tiens, dit l'orfèvre, voilà la chaîne. Maintenant, chante-moi ton air encore une fois. Alors l'oiseau arrive. Il attrape la chaîne en or avec ses serres droites. Il se pose devant l'orfèvre et il chante. Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit frérot, oh, sous la table a repris tous mes os, oh, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier, ma foi. Je suis cuit, cuit, le bel oiseau, cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi. Puis l'oiseau s'envole chez un cordonnier. Il se pose sur son toit et il chante. Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit frérot. Oh, le cordonnier l'entend chanter. Alors il sort en bras de chemise devant sa porte et il regarde le toit de sa maison et il doit mettre la main devant ses yeux pour ne pas être aveuglé par le soleil. Oiseau, dit-il, comme tu chantes bien. Et alors il appelle sa femme, restée à l'intérieur. Femme, viens ici, il y a un oiseau là. Qu'est-ce qu'il chante bien? Viens voir l'oiseau. Et encore après, il appelle sa fille et ses enfants. Et aussi les compagnons et les apprentis et les servantes. Et ils viennent tous au milieu de la route. Et ils regardent l'oiseau. Qu'est-ce qu'il est beau! Et il a de si belles plumes rouges et bleues, et autour du cou, il a comme de l'or pur, et ses yeux sont plus brillants que des étoiles. Oiseau, dit le cordonnier, chante-moi ton air encore une fois. Non, dit l'oiseau. Je chante pas 2 fois gratis. Tu dois m'offrir quelque chose. Femme, dit l'homme, monte là-haut sur la dernière étagère, il y a une paire de chaussures rouges. Amène-la-moi.
Alors la femme y va et ramène les chaussures. Tiens, oiseau, dit l'homme, et maintenant, chante-moi ton air, encore une fois. Alors l'oiseau arrive et il attrape les chaussures avec ses serres gauches et il retourne se poser sur le toit pour chanter « Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit frérot, oh, sous la table a repris tous mes os, oh, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier, ma foi. Je suis cuit, cuit le bel oiseau, cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi. » Et dès qu'il a fini de chanter, il s'envole loin, loin, loin. Dans ses serres droites, il a la chaîne. Dans ses serres gauches, les chaussures. Et il s'envole Loin, très loin, jusqu'à un moulin. Et le moulin tourne. Clic, clac, clac, clic, clac, clic, clac. Et dans le moulin, il y a 20 garçons meuniers qui taillent une meule et la cognent. Hic, hac, hic, hac, hic, hac. Et le moulin tourne. Clic, clac, clac, clic, clac, clic, clac. Et alors, l'oiseau se pose sur un tilleul devant le moulin et il chante « Ma mère m'a massacré ». Et là, l'un des gars s'arrête de travailler. « Mon père m'a dévoré. Et là, ils sont 2 à s'arrêter pour l'écouter. Et mon petit frérot, oh. Et maintenant, ils sont 4 à s'arrêter. Sous la table a repris tous mes os, oh, les a posés dans un foulard en soie. Et maintenant, il n'y en a plus que 8 qui travaillent. À l'ombre. Et maintenant, plus que 5. Du genévrier, ma foi. Et maintenant, plus qu'un seul. Je suis cuit, cuit le bel oiseau. Cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi. Et maintenant, le dernier s'arrête, lui aussi. Mais il n'entend que la fin du morceau. Oiseau, dit-il, comme tu chantes bien, je voudrais t'entendre moi aussi. Chante-moi ton air, encore une fois. Non, je chante pas 2 fois gratis. Si tu me donnes la meule, je veux bien chanter encore une fois. Oui, dit-il, si ça tenait qu'à moi, je te la donnerais tout de suite. D'accord, disent les autres. S'il chante son air encore une fois, on veut bien la lui donner. Alors, l'oiseau descend vers eux, et les meuniers s'y mettent à 20 pour soulever la meule avec des branches. Ho, hiss, ho, hiss, ho, hiss. Et alors, l'oiseau passe sa tête dans le trou. Et ça lui fait comme un collier. Et il s'envole à nouveau dans l'arbre et il chante « Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit frérot, oh, sous la table a repris tous mes os, oh, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier, ma foi. Je suis cuit, cuit le bel oiseau, cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi, c'est cuit, cuit, moi. » Et quand il a fini de chanter, il déploie ses ailes. Et fla, 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 fla. Et il a la chaîne dans ses serres droites. Et à gauche, il a les chaussures. Et autour du cou, il a la meule. Et il s'envole. Loin, très loin, vers la maison de son père. Dans la cuisine, le père, la mère et le petit sont à table. Et le père dit « Oh, qu'est-ce que je me sens bien! Je me sens tellement léger tout à coup. » Non, dit la mère. Moi, je me sens tellement angoissée tout à coup. C'est comme si un orage terrible allait venir. Mais le petit reste assis et il pleure, et il pleure, et il pleure. Alors l'oiseau arrive à tire-d'aile et à l'instant où il se pose sur le toit, le père dit « Ah, je me sens tellement heureux et le soleil brille tellement fort, c'est exactement comme si j'allais retrouver une vieille connaissance. » Non,
dit la femme. Moi, j'ai peur. Je claque des dents et c'est exactement comme si j'avais du feu dans les veines. Et elle déchire sa robe pour trouver un peu d'air. Mais le petit reste assis dans son coin et il pleure et il essuie ses yeux avec son tablier et il pleure tellement dans son tablier qu'il est tout mouillé, le tablier. Alors, l'oiseau se pose sur le genévrier et il chante. Ma mère m'a massacré. Et là, la mère se bouche les oreilles et elle ferme bien fort ses yeux et elle ne veut rien voir et rien entendre. Mais ça gronde dans ses oreilles comme une tempête déchaînée et ça brûle dans ses yeux comme l'éclair fulgurant. Mon père m'a dévoré. Ah, mère, dit l'homme, quel bel oiseau. Il chante tellement bien, c'est magnifique et le soleil brille tellement fort et il y a comme une odeur de cannelle dans l'air. Et mon petit frérot, oh. Alors là, le petit pose sa tête sur ses genoux et il pleure de plus belle. Mais l'homme dit, je vais dehors, il faut absolument que j'aille voir cet oiseau de plus près. Ah, n'y va surtout pas, dit la femme. J'ai l'impression que toute la maison tremble et qu'elle est en flammes. Mais l'homme sort malgré tout et il observe l'oiseau. Sous la table a repris tous mes os, on les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier, ma foi. Je suis cuit, cuit, le bel oiseau, cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi. Sur ce, l'oiseau laisse tomber la chaîne en or. Et elle tombe pile sur le cou de l'homme. Elle en fait tout le tour. Et elle lui va à ravir. Alors il rentre et il dit, regarde, comme il est beau cet oiseau, il m'a donné une chaîne en or tellement belle, mais tellement belle. Mais la femme a tellement peur qu'elle s'écroule dans la cuisine et sa coiffe tombe de sa tête. Alors l'oiseau chante de nouveau. Ma mère m'a massacré. Ah, si je pouvais être 6 pieds sous terre pour ne plus avoir à écouter ça. Mon père m'a dévoré. Et là, la femme reste par terre comme morte. Et mon petit frérot, oh. Et là, le petit dit, moi aussi je veux sortir, moi aussi je veux aller le voir. Il va peut-être me donner quelque chose, l'oiseau. Alors il sort au dehors. Sous la table a repris tous mes os, on les a posés dans un foulard en soie. Alors l'oiseau lui lance les chaussures. À l'ombre du genévrier, ma foi, je suis cuit, cuit, le bel oiseau, cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi. Alors, le petit se sent tout léger et tout joyeux et il met les chaussures rouges toutes neuves et il danse et il saute de joie et il dit ah, j'étais tellement triste quand je suis sorti et maintenant je suis tellement léger, c'est vraiment un oiseau magnifique. Il m'a donné une paire de chaussures rouges. Non, dit la femme et elle se lève d'un bond. Et elle a les cheveux qui se dressent sur la tête comme des flammes. J'ai l'impression que le monde entier est en train de s'écrouler. Je veux sortir, moi aussi. Je veux être légère, moi aussi. Et comme elle passe la porte, Vlan ! L'oiseau lui jette la meule sur la tête et elle est complètement écrabouillée. Le père et le petit entendent du bruit. Alors ils vont voir ce qui se passe au dehors. Et là, fumée, flamme et feu sortent de terre. Et maintenant que tout est terminé, La petite sœur est là, devant eux. et elle prend son père et le petit par la main. Et ils sont vraiment très contents, tous les trois. Et ils rentrent à la maison. Et ils se mettent à table et Ils ils mangent.
Il était une fois un homme Et une femme, qui voulait depuis très longtemps avoir un enfant, mais sans succès. un jour, finalement, la femme découvre que le bon Dieu a exaucé son souhait le plus cher. Ces gens ont à l'arrière de leur maison une petite fenêtre d'où l'on peut voir un jardin somptueux, rempli d'herbes aromatiques et de fleurs magnifiques. Mais il est entouré d'un mur très haut que nul n'ose escalader, car le jardin appartient à un magicien très puissant, redouté du monde entier. Un jour, la femme est à la fenêtre et elle regarde le jardin en contrebas. Et alors, elle remarque un carré où poussent les plus belles réponses qui soient. Et elles ont l'air tellement fraîches et tellement vertes qu'elles en deviennent presque troublantes. Elles provoquent un désir instantané et viscéral de manger des réponses. Et ce désir dévore la femme chaque jour. Et comme elle sait bien qu'elle ne peut pas l'assouvir, elle va de mal en pis, et elle est pâle et pitoyable. Alors l'homme prend peur et lui demande « Mais qu'est-ce qui te manque, ma chérie ?» Ah là là. Si je n'arrive pas à manger les réponses du jardin d'à côté, je vais en mourir. L'homme qui aime beaucoup sa femme se dit plutôt que de la laisser mourir, va donc lui chercher des réponses, quoi qu'il t'en coûte. Au crépuscule, donc, il escalade le mur qui enclôt le jardin du magicien. Il cueille à la hâte une poignée de réponses et la rapporte à sa femme. Elle s'en fait aussitôt une salade et se jette dessus, tout excitée. Mais elle trouve ça tellement bon que le lendemain, elle en a 3 fois plus envie. Alors pour la calmer, l'homme est obligé de redescendre au jardin une nouvelle fois. Ce qu'il fait donc au crépuscule. Mais à peine a-t-il escaladé le mur qu'il est pris de terreur en découvrant le magicien planté devant lui. « Comment oses-tu descendre dans mon jardin et chaparder mes réponses comme un voleur ?» lui dit-il, le regard noir. « Tu vas me le payer cher !» Oh, faites preuve d'indulgence, je ne m'y suis résolue que par nécessité. Ma femme a remarqué vos réponses depuis notre fenêtre et elle en avait tellement envie qu'elle en serait morte si elle n'en avait pas mangé. Alors, le magicien se radoucit et lui dit « Soit, puisqu'il en est ainsi, je t'autorise à prendre toutes les réponses que tu veux, mais à une seule condition. Tu devras me donner l'enfant que ta femme va mettre au monde. Il ne lui arrivera rien de mal. Et je m'occuperai de lui comme si j'étais son père. » Pris de panique, l'homme dit oui. Et quand la femme arrive à terme, le magicien surgit. Il donne à l'enfant le nom de Réponse et il l'emporte avec lui. Réponse devient la plus belle enfant du monde. Quand elle atteint l'âge de 12 ans, le magicien l'enferme dans une tour qui se dresse sans porte ni escalier au milieu d'une forêt. Elle n'a qu'une minuscule fenêtre tout en haut. Quand le magicien veut pénétrer dans la tour, il se met à l'aplomb du mur et il hurle « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux. » Réponse a des longs cheveux magnifiques, aussi fins que des fils d'or.
À chaque fois qu'elle entend la voix du magicien, elle défait sa coiffure, elle suspend le haut de sa natte à un crochet et ensuite les cheveux dégringolent 20 aunes plus bas et le magicien s'y accroche pour monter jusqu'en haut. Quelques années plus tard, il se trouve qu'un fils de roi, en traversant la forêt à cheval, passe devant la tour. Et là, et il entend un chant qui est si mélodieux qu'il s'arrête aussitôt pour l'écouter. C'est Réponse qui s'amuse à faire vibrer sa voix pour tromper sa solitude et passer le temps. Le fils de roi cherche la porte de la tour pour monter la voir, mais il n'y en a pas. Alors, il s'en retourne à cheval, mais ce chant lui est tellement rentré dans le cœur que chaque jour, il revient dans la forêt pour l'écouter. Encore. Et encore. Et une fois qu'il est caché derrière un arbre, il voit apparaître le magicien. Et il l'entend hurler « Réponse, réponse, descends tes cheveux !» Réponse laisse tomber ses nattes et le magicien s'y accroche pour monter jusqu'en haut. Ce ne serait pas l'échelle pour monter jusqu'en haut, se dit le fils de roi. Moi aussi, je vais tenter le coup. Et le lendemain, dès qu'il commence à faire noir, il va au pied de la tour et il hurle Réponse, réponse, descends tes cheveux. Les cheveux dégringolent alors prestement. Et le fils de roi monte jusqu'en haut. Au début, Réponse est terrorisé, car il n'a jamais vu de jeune homme de toute sa vie. Mais le fils de roi se met à lui parler très aimablement, en lui disant que son chant l'a complètement chaviré, que son cœur ne lui laisse plus de répit et qu'il devait absolument la rencontrer. Alors Réponse cesse d'avoir peur. Et quand il lui demande si elle veut bien le prendre pour époux, en voyant comme il est jeune et beau, elle se dit, celui-là m'aimera mieux que le vieux parrain. Et alors elle dit oui. Et elle dépose sa main dans la sienne. Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne sais pas comment sortir de là. À chaque fois que tu viendras, tu m'apporteras un écheveau de soie. Je m'en servirai pour fabriquer une échelle. Et quand elle sera finie, je la descendrai jusqu'en bas et tu m'emmèneras sur ton cheval. Et maintenant, c'est comme un rendez-vous. Et chaque soir, il vient la voir, car le jour, il y a le vieux magicien parrain qui, lui, ne se doute de rien, jusqu'au jour où Réponse lui dit « Mais dites donc, monsieur le parrain, comment se fait-il que vous êtes si lourd à porter alors que le fils de roi monte me voir en un clin d'œil ?» Ah, maudite, qu'est-ce que tu me dis là? Je pensais t'avoir coupé du monde entier, mais tu m'as berné. Ivre de colère, il s'empare des cheveux magnifiques de Réponse. Il les enroule plusieurs fois autour de sa main gauche. Il attrape une paire de ciseaux de sa main droite. Et cric, et crac, et cric, et crac, il coupe dans le tas et les belles tresses tombent par terre. Et il est tellement impitoyable qu'il condamne la pauvre Réponse à vivre dans le désert, dans la plus grande misère et le plus grand chagrin. Et le jour où il chasse Réponse, le soir du même jour,
Le magicien fixe les tresses coupées au crochet de la fenêtre. Et quand le fils de roi arrive et hurle « Réponse, réponse, descends tes cheveux !» il laisse tomber les cheveux jusqu'à terre. Le fils de roi monte jusqu'en haut, mais là, il ne trouve pas sa réponse chérie. Mais le magicien qui le fixe, venimeux, l'œil mauvais, en glapissant, « Ah ah, tu venais chercher Madame Amour. Mais c'est fini. Le bel oiseau s'est envolé du nid. Tu ne l'entendras plus jamais chanter. Le chat l'a attrapé et en plus, il va te lacérer les yeux. Réponse, c'est fini. Tu ne la verras plus jamais de ta vie. » Le fils de roi, anéanti de douleur, fou de désespoir, se jette du haut de la tour. Il s'en tire la vie sauve, mais il tombe dans un buisson d'épines qui lui crève les yeux. Alors, il erre, aveugle, aux alentours de la forêt, et il ne mange que des baies et des racines, et il ne fait que pleurer la perte de sa bien-aimée et se lamenter sur son triste sort. Et c'est ainsi qu'il marche plusieurs années, dans la plus grande misère. Et pour finir, il se retrouve dans le désert où Réponse vit pauvrement avec les 2 jumeaux qu'elle a mis au monde, un garçon et une fille. Il entend une voix et elle lui rappelle quelque chose de connu. Alors, il marche dans cette direction et quand il arrive, Réponse le reconnaît et elle se jette dans ses bras et elle se met à pleurer. Mais 2 de ses larmes touchent les yeux du fils de roi. Alors ils deviennent plus clairs et il peut voir à nouveau, comme avant. Il l'emmène dans son royaume où ils sont accueillis en liesse et ils vivent encore très longtemps dans la joie et dans le bonheur. Un pauvre bûcheron habitait à l'orée d'une grande forêt avec sa femme et ses 2 enfants. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille Gretel. Cet homme avait déjà du mal à nourrir les siens. Mais voilà qu'une grande famine s'abat sur le pays et maintenant, il arrive à peine à se procurer du pain. Et la nuit, il est fou d'inquiétude au fond de son lit. Et il rumine des idées noires et il soupire. Et il dit à sa femme « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Et comment on va faire pour nourrir nos pauvres enfants quand même pour nous, on n'a plus rien ?» Tu sais quoi, homme ? dit la femme. Demain, dès l'aube, on va emmener les enfants au plus profond de la forêt. Là, on va leur faire un bon feu, on va leur donner à chacun un petit bout de pain, et puis on va partir au travail et on va les laisser tout seuls. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison et ce sera bon débarras. Non, femme, dit l'homme. je ferai jamais une chose pareille. Comment veux-tu que j'abandonne mes enfants tout seuls dans la forêt, à la merci des bêtes sauvages ? Ils vont se faire dévorer. Mais qu'est-ce que t'es bête ? Dans ce cas, on va crever de faim tous les 4. Et tu peux déjà commencer à raboter les planches de nos cercueils. Et elle le tourmente.
et elle le tourmente jusqu'à ce qu'il craque. Mais quand même, j'ai tellement de chagrin pour les petits, dit l'homme. Les deux enfants ont tellement faim qu'ils ne trouvent pas le sommeil, eux non plus, et ils entendent tout ce que la marâtre dit au père. Gretel pleure à chaudes larmes et dit à Hansel: « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?»« Mais tais-toi, Gretel. Arrête de t'inquiéter comme ça. Je vais bien trouver une solution. » Et dès que les vieux dorment, il se lève, il met son petit tablier, il ouvre la porte de derrière et il se faufile au dehors. Et là, la lune est tellement claire et sur le seuil de la maison, les galets blancs scintillent comme des sous neufs. Hansel se baisse et il en prend autant qu'il peut dans son tablier. Et puis, il rentre à la maison et il dit à Gretel: « Calme-toi, petite sœur chérie, et dors bien tranquille. Dieu ne nous oubliera pas. » Et il retourne se mettre au lit. Au lever du jour, avant même que le soleil ne se montre, la femme est déjà là. Et elle réveille les deux enfants. « Debout, espèce de fainéant, on va ramasser du bois dans la forêt. » Et puis elle leur donne à chacun un petit bout de pain et puis elle dit: « C'est pour midi. Mais ne le mangez pas avant, vous n'aurez rien de plus. » Gretel range le pain dans son tablier car Hansel a déjà des cailloux plein les poches. Puis ils prennent tous ensemble le chemin qui conduit à la forêt. Après quelques pas, Hansel s'arrête et il se retourne comme pour regarder la maison. Et puis plus loin, il recommence, et encore, et encore. Le père dit: Hansel, arrête de traîner la patte. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Fais attention un peu. Ah, papa, dit Hansel. Je regarde mon petit chat blanc. Il est assis là-haut sur le toit pour me dire au revoir. La femme dit: Mais quel crétin! C'est pas ton petit chat, c'est le soleil du matin qui brille sur la cheminée. Mais en réalité, Hansel ne regarde pas le petit chat. Il tire de sa poche les cailloux blancs et il les jette sur le chemin, les uns après les autres. Quand ils sont arrivés au milieu de la forêt, le père dit: Bon, les enfants, allez chercher du bois, je vais vous faire un feu pour que vous n'ayez pas trop froid. Hansel et Gretel rassemblent du bois mort et ils en font une petite montagne. Et puis le bois mort est allumé. Et quand la flamme est bien haute, la femme dit: Maintenant posez-vous près du feu, les enfants, et restez bien tranquilles. Nous, on va couper du bois dans la forêt et dès qu'on a fini, on repasse vous chercher. Hansel et Gretel s'asseyent donc près du feu et quand midi arrive, chacun mange son petit bout de pain. Et comme ils entendent des coups de hache, ils se disent que leur père est dans les parages. Mais ce n'est pas la hache. C'est une branche qu'il a fixée à un arbre mort et qui cogne et recogne contre le tronc au gré du vent. Et maintenant, ils sont restés assis tellement longtemps qu'ils ont les yeux qui piquent et ils tombent de sommeil et ils s'endorment profondément. Et quand enfin il se réveille, il fait déjà nuit noire. Gretel commence à pleurer et dit: Comment on va faire pour sortir de la forêt? Mais Hansel la console. Attends un peu, dès que la lune sera là, on va retrouver le chemin. Et quand la pleine lune est montée au ciel, Hansel prend sa petite sœur par la main et ils suivent les cailloux qui brillent comme des sous neufs sur le chemin. Hansel et Gretel marchent toute la nuit. Et au petit jour, ils arrivent devant la maison de leur père. Ils toquent à la porte. Et quand la femme arrive et qu'elle découvre que c'est Hansel et Gretel, elle dit: Sale gosse,
Mais pourquoi vous avez traînassé comme ça dans la forêt? On a vraiment cru que vous n'alliez jamais revenir. Mais le père, lui, est très content car il avait le cœur gros de les avoir abandonnés comme ça, tout seul, dans la forêt. Peu après, la misère reprend de plus belle. Et une nuit, les enfants entendent ce que la mère dit au père au fond du lit. Et voilà, ça recommence. Il n'y a plus que la moitié d'une miche de pain et après fini la chanson. Les enfants, faut qu'ils dégagent, et puis c'est tout. On va les amener encore plus loin dans la forêt, comme ça ils retrouveront jamais le chemin et ça sera bon débarras et c'est la seule solution. L'homme, ça lui déchire le cœur et il se dit « Tu ferais mieux de partager la dernière bouchée avec les enfants. » Mais la femme n'en démord pas et elle ne fait que le critiquer et l'accabler de reproches. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Et comme il a cédé une première fois, il faut bien qu'il y retourne. Mais les enfants, eux, sont toujours réveillés et ils entendent tout ce qui se dit. Dès que les vieux dorment, Hansel se lève pour aller dehors. Il veut ramasser des cailloux, comme la fois d'avant. Mais la femme a fermé la porte à clé et Hansel ne peut pas sortir. Il console pourtant sa petite sœur en lui disant « Ne pleure pas, Gretel, et dors tranquille. Le bon Dieu va bien trouver un moyen de nous aider. » Au petit jour, la femme vient sortir les enfants du lit et ils reçoivent chacun un bout de pain, mais il est encore plus petit que la fois d'avant. Sur le chemin qui mène à la forêt, Hansel émiette le pain au fond de sa poche et il s'arrête régulièrement pour jeter les petites miettes par terre. Hansel, mais pourquoi tu t'arrêtes tout le temps? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Avance un peu. Je regarde ma petite colombe. Elle est assise sur le toit pour me dire au revoir. Mais quel crétin! C'est pas la petite colombe, c'est le soleil du matin qui brille là-haut sur la cheminée. Mais en réalité, Hansel jette petit à petit toutes les miettes de pain sur le chemin. La femme conduit les enfants au fin fond de la forêt. Ils ne sont jamais allés aussi loin de toute leur vie. Et là, ils font à nouveau un grand feu. Et la mère dit « Asseyez-vous les enfants, restez là. Et si jamais vous êtes fatigués, vous pouvez dormir un peu. Nous, on va couper du bois dans la forêt. Et ce soir, dès qu'on a fini, on repasse vous chercher. » À midi, Gretel partage son bout de pain avec Hansel, qui a jeté le sien tout au long du chemin. Puis, ils s'endorment et le soir tombe. Mais personne ne vient voir les pauvres enfants. Quand ils se réveillent, c'est la nuit noire. Mais Hansel console sa petite sœur en lui disant « Attends juste un peu la lune, Gretel. On verra les miettes de pain que j'ai jetées. Et elles nous montreront le chemin jusqu'à la maison. » Et quand la lune est levée, Ils se mettent en route. mais ils ne trouvent pas la moindre miette. Les oiseaux qui survolent par milliers bois et champs les ont déjà toutes becquetées. Hansel dit alors à Gretel « On va bien retrouver le chemin. » Mais non, ils ne retrouvent rien de de rien. rien. Hansel et Gretel marchent la nuit entière, Et le lendemain encore. du matin jusqu'au soir. Mais ils n'arrivent pas à sortir de la forêt et ils meurent de faim car ils n'ont rien à manger sauf 2 ou 3 baies par terre. Et ils sont si fatigués qu'ils ne tiennent plus sur leurs jambes. Alors ils se couchent au pied d'un arbre et ils s'endorment. Et maintenant, ça fait déjà 3 jours qu'ils ont quitté la maison de leur père. Ils se remettent en route, mais ils s'enfoncent toujours plus loin dans la forêt et si personne ne vient les aider, ils vont bientôt mourir d'épuisement. À midi, ils remarquent un joli petit oiseau posé sur une branche. Il est blanc comme neige et il chante tellement bien qu'ils s'arrêtent pour l'écouter. Et maintenant qu'il a fini de chanter, il déploie ses ailes et il volette
devant eux. Fla, 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 fla. Alors, ils le suivent Et ils arrivent au pied d'une maisonnette. et l'oiseau se pose sur le toit. Et en s'approchant, ils découvrent que la maisonnette est en pain. Et le toit en gâteau. Quant aux fenêtres, elles sont en sucre blond. À l'attaque, dit Hansel. Quel sacré repas on va faire. Moi, je vais manger un bout du toit. Gretel, toi, t'as qu'à manger une fenêtre, elles sont toutes sucrées. Hansel lève le bras, décroche un petit bout de toit pour le goûter. Et Gretel commence à grignoter les vitres. Hein. Et alors, une voix aigrelette s'échappe d'une des chambres de la maison. Grignoti, grignota, petite dinette, qui grignote ma maisonnette? À quoi les enfants répondent? C'est le vent dans le ciel, c'est l'enfant du ciel. Et ils continuent à manger sans se laisser impressionner. Hansel, qui trouve le toit particulièrement bon, s'en arrache un bon morceau. Et Gretel décroche une belle lucarne toute ronde et elle se régale, assise par terre. Mais tout à coup, la porte s'ouvre. Et un homme vieux comme les pierres, appuyé sur une canne, fait son apparition. Hansel et Gretel ont tellement peur qu'ils lâchent tout ce qu'ils ont dans les mains. Mais le vieillard hoche de la tête et dit « Eh bien, les enfants chéris, c'est qui vous a amené jusqu'ici? Mais entrez, vous pouvez rester chez moi. Il vous arrivera rien de mal. » Il prend les deux enfants par la main et les emmène dans sa maisonnette. Et là, un bon repas leur est servi. Du lait avec des crêpes, Du sucre des pommes, et des noix, puis 2 jolis petits lits les attendent. bien bordés, tout blancs, et Hansel et Gretel s'y allongent en croyant être au paradis. Mais le vieillard a fait semblant d'être aimable. En réalité, c'est un méchant sorcier à l'affût des enfants. Il a fabriqué une maisonnette en pain juste pour les appâter. Et quand il arrive à en choper un, il le tue, il le cuit et il le mange. Pour lui, c'est jour de fête. Les sorciers ont les yeux rouges et ils ne peuvent pas voir bien loin. En revanche, ils ont un très bon flair, comme les animaux, et ils peuvent sentir les humains. C'est pourquoi il s'était mis à ricagner comme une teigne quand Hansel et Gretel étaient arrivés près de chez lui. Cela, c'est pour Bibi, ils pourront pas m'échapper. Et donc le lendemain matin, très tôt, il se lève pour aller observer les enfants qui dorment encore. Ils sont tellement mignons avec leurs bonnes joues bien rouges qu'il murmure entre ses dents. Mais qu'est-ce que je vais me régaler. Et là, il attrape Hansel de ses mains décharnées. Il l'emmène dans une petite étable et il l'enferme derrière une grille. Et Hansel a beau pleurer à tire-larigot, rien n'y fait. Puis le vieillard va voir Gretel. Il la secoue pour la réveiller et il lui hurle « Debout, espèce de paresseuse, va chercher de l'eau et cuisine quelque chose de bon pour ton frère. Il est dehors, dans l'étable, il faut l'engraisser. J'attends qu'il soit bien gras pour le manger. » Gretel commence à pleurer à chaudes larmes, mais ça ne mène à rien. Elle est obligée d'obéir à l'horrible sorcier. Et maintenant, on cuisine pour le pauvre Hansel les plats les plus raffinés qui soient. Et Gretel, elle, n'a le droit qu'aux épluchures et aux queues de cerises. Tous les matins, le vieillard se glisse dans la petite étable et hurle « Hansel, montre-moi ton doigt, que je vois si t'es devenu bien gras. » Mais Hansel tend un petit os à la place. Et comme le vieillard a de très mauvais yeux, il n'y voit que du feu. Et il croit que c'est le doigt d'Hansel. Et il se demande vraiment pourquoi il n'engraisse pas plus vite. Au bout de 4 semaines, comme Hansel est toujours aussi maigrichon, soudain il perd patience.
refuse d'attendre plus longtemps et crie à la petite fille, « Dis donc, Gretel, apporte de l'eau et plus vite que ça, qu'il soit gras ou maigre, c'est Hansel, ça m'est égal, demain je l'abats et je le fais cuire. » Oh, comme elle se lamente, la pauvre petite sœur, tout en apportant l'eau, et comme les larmes dégoulinent le long de ses joues. Oh, mon Dieu, viens nous porter secours. Et puis elle s'écrie aussi, Si seulement les bêtes sauvages nous avaient dévorés dans la forêt, au moins on serait morts tous les deux, ensemble. « Arrête de brailler, dit le vieillard, ça change rien à rien. » Le lendemain matin, à l'aube, Gretel doit sortir pour allumer le feu. Et elle doit aussi suspendre par-dessus une marmite remplie d'eau. « On va d'abord faire du pain, dit le vieillard. J'ai pétri la pâte, j'ai mis le four à chauffer. » Il pousse la pauvre Gretel jusqu'au four où les flammes crépitent déjà. « Allez, rampe là-dedans, dit le sorcier, et va voir si c'est assez chaud pour y mettre le pain. » Son plan est de refermer le four une fois que Gretel est à l'intérieur pour la faire rôtir elle aussi, car il veut la liquider aujourd'hui même. Mais Gretel a compris ce qu'il a derrière la tête et lui dit « Mais je sais pas comment faire, moi. Comment je fais pour rentrer là-dedans ?»« Mais t'es vraiment bête comme une oie, lui dit le vieillard. L'ouverture est bien assez grande, regarde, même moi j'y arrive. » Et il se met à quatre pattes pour mettre la tête dans le four. Et là, Gretel le pousse et elle l'enfonce bien à l'intérieur et elle referme la porte en fonte et elle verrouille le loquet. Et hop! Et alors le sorcier commence à hurler à plein poumon. C'est atroce. Mais Gretel prend la fuite. Et le sorcier sacrilège est condamné à brûler misérablement. Gretel court retrouver Hansel. Elle ouvre la petite étable et elle s'écrie « Hansel, nous sommes délivrés. Le vieux sorcier est mort. » Alors Hansel bondit au dehors comme un oiseau s'envole de sa cage soudain grande ouverte et qu'est-ce qu'ils se réjouissent. Ils se prennent dans les bras, l'un et l'autre. Ils dansent de joie. Et ils se couvrent de baisers. Et comme ils n'ont plus rien à craindre, ils rentrent à l'intérieur de la maison du sorcier. Et là, dans tous les coins, ils trouvent des coffres remplis de perles et de pierres précieuses. C'est 10 fois mieux que les petits cailloux, dit Hansel, et il en fourre plein ses poches. Et Gretel dit « Moi aussi, je veux ramener quelque chose à la maison. » Et elle aussi, elle remplit son tablier. Mais maintenant, il faut y aller, dit Hansel. Il faut sortir de cette forêt ensorcelée. Hansel et Gretel marchent pendant des heures. Et puis, ils arrivent près d'un grand cours d'eau. On ne peut pas le traverser, dit Hansel. Il n'y a ni pont, ni passerelle. Il n'y a pas de barque non plus, répond Gretel. Mais là-bas, regarde, il y a une canne toute blanche. Si je lui demande, elle va peut-être nous aider à traverser. Alors, elle crie « Petite canne mignonnette, c'est Hansel et Gretel. Il n'y a ni pont, ni passerelle, tu nous prends sous ta collerette ?» Alors, la petite canne se rapproche et Hansel s'assied dessus et invite sa sœur à faire pareil. Mais non, ça va être trop lourd pour la petite canne. Il faut qu'elle nous prenne, l'un après l'autre. Et c'est ce que fait la bonne bête. Et ainsi, ils arrivent de l'autre côté. Et ils marchent. Et ils marchent. Et ils commencent de plus en plus à reconnaître la forêt. Et pour finir, ils découvrent au loin la maison de leur père. Alors ils se mettent à courir. Ils déboulent dans la cuisine et ils se jettent dans les bras du père. L'homme avait perdu toute joie de vivre depuis qu'il avait abandonné les enfants dans la forêt. Quant à la femme, elle est morte. Gretel vide son tablier,
Les perles et les pierres précieuses ricochent dans la chambre. Et Hansel déballe le contenu de ses poches à pleine main. Ainsi, tous les soucis finissent par se régler. Et maintenant, ils vivent tous les trois dans la félicité. La clé d'or. Un jour d'hiver, alors qu'il y a une épaisse couche de neige, une pauvre fille est obligée de sortir pour chercher du bois avec son traîneau. Et maintenant qu'elle a ramassé et chargé le tout, elle est tellement frigorifiée qu'elle décide de se faire un feu pour se réchauffer un peu, au lieu de rentrer directement à la maison. Alors elle pousse la neige de côté et en déblayant le sol, elle trouve une petite clé en or. Alors elle se dit, s'il y a une clé, il y a forcément une serrure qui va avec. Alors elle creuse la terre et elle trouve une petite boîte en fer. Oh, pourvu que ce soit la bonne. Il y a forcément des choses précieuses dans cette petite boîte. Alors elle cherche. Mais il n'y a pas le moindre trou de serrure. Pour finir, elle en trouve un, mais il est tellement petit qu'on peut à peine le voir. Elle essaie. La clé y rentre parfaitement bien. Alors elle commence à tourner la clé, à tourner la clé, à tourner la clé. À tourner la clé. Maintenant, nous allons attendre qu'elle ait fini de tourner pour savoir quelle chose merveilleuse il y a dans cette vie. Un bis, pas très connu, que Violaine a intitulé Petit béret rouge. Il était une fois un petit garçon qui était si mignon que tout le monde l'aimait dès qu'il apparaissait. Son grand-père en particulier aurait tout donné pour lui. Il lui offre un jour un béret en velours rouge qui lui va tellement bien qu'il ne veut plus jamais le quitter. Et du coup, maintenant, tout le monde l'appelle Petit béret rouge. Un jour, sa mère lui dit « Viens là, petit béret rouge. Voilà un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Apporte-les à ton grand-père. Il est faible et malade. Ça lui redonnera des forces. Va vite. Après, il fera trop chaud. Et dehors, sois bien sage et marche gentiment sur le chemin. Ne le quitte surtout pas, sinon tu vas te casser la figure et la bouteille y passera et ton grand-père n'aura plus rien. Et quand tu seras chez lui, n'oublie pas de lui dire bonjour. Et commence pas à galoper dans tous les coins. »
Je vais tout faire comme il faut, lui répond Petit Béret Rouge, et il lui tape dans la main. Le grand-père habite dans la forêt, c'est à une demi-heure de marche du village. Et maintenant, Petit Béret Rouge s'enfonce dans la forêt. Et là, il rencontre un loup. Ou plutôt, une louve. Mais Petit Béret Rouge ignore à quel point c'est un animal dangereux et il n'a pas peur du tout. Bonjour, Petit Béret Rouge. Bonjour la louve. Où vas-tu si tôt, Petit Béret Rouge? Chez mon grand-père. Qu'est-ce que tu caches sous ton tablier? Du vin et une part de gâteau. On l'a fait hier pour mon grand-père qui est faible et malade. Ça va lui faire plaisir et lui redonner des forces. Et il habite où, ton grand-père, Petit Béret Rouge? Un peu plus loin dans la forêt, à un quart d'heure de marche, sa maison est sous les 3 grands chênes. Et juste à côté, il y a des noisetiers. Mais tu dois connaître. La louve se dit alors, cette petite chose bien tendre, c'est un morceau de choix, bien meilleur que le vieux papier. Faut que j'arrive à les choper les deux d'un coup. Alors, elle fait un bout de chemin à côté de Petit Béret Rouge et puis elle lui dit « Petit Béret Rouge, il y a plein de belles fleurs partout, mais toi, tu les regardes pas. J'ai l'impression que t'entends même pas les oiseaux chanter. Tu marches la tête baissée, comme si t'allais à l'école. Pourtant, c'est amusant, la forêt. Tu trouves pas ? » Petit Béret Rouge relève alors la tête et quand il voit les rayons du soleil danser au travers des branches, de ci, de là, et des belles fleurs partout, il se dit « Et si j'amenais un beau bouquet de fleurs au grand-père, en plus du reste ? Ça lui ferait drôlement plaisir. Il est encore tôt, j'ai largement le temps. » Et il s'éloigne du chemin pour aller dans la forêt chercher des fleurs. Et il en cueille une. Et il se dit, oh, mais là, plus loin, il y en a une autre qui est encore plus jolie. Et il court vers elle et il s'enfonce toujours plus loin, profondément, dans la forêt. Et pendant ce temps-là, la louve trace directement jusqu'à la maison du grand-père. Et elle toque à la porte. Qui est là ? C'est Petit Béret Rouge. J'ai du vin et des gâteaux, ouvre-moi. Il suffit de baisser la poignée, je suis trop fatigué pour me lever. La louve baisse donc la poignée, la porte s'ouvre, elle s'avance sans dire un mot jusqu'au lit du grand-père et elle le dévore. Et puis elle enfile ses vêtements, elle met son bonnet de nuit, elle se couche dans son lit et elle tire les rideaux. Et pendant ce temps-là, Petit Béret Rouge court après les fleurs et il en ramasse tant et tant qu'il n'arrive même plus à les porter. Et soudain, il repense à son grand-père et il se met en route pour aller chez lui. Il est très étonné de trouver la porte grande ouverte. Et quand il rentre dans la chambre, il trouve que tout est bizarre autour de lui. Et il se dit, oh ben, mon Dieu, pourquoi j'ai si peur aujourd'hui alors que d'habitude, j'adore être chez mon grand-père. Il lance « Bonjour !» mais pas de réponse. Sur ce, il s'approche du lit, il ouvre les rideaux. Le grand-père est là, couché, et son bonnet de nuit lui cache la moitié du visage. Et il a l'air vraiment bizarre. Hein. Hé, grand-père, mais qu'est-ce qu'elles sont grandes tes oreilles ? C'est pour mieux t'entendre. Hé, grand-père, mais qu'est-ce qu'ils sont grands tes yeux ? C'est pour mieux te regarder. Hé, grand-père, mais qu'est-ce qu'elles sont grandes tes mains ? C'est pour mieux te toucher. Mais grand-père, mais qu'est-ce qu'elle est grande et moche, ta gueule ? C'est pour mieux te manger. Et à peine la louve a-t-elle fini de parler qu'elle se jette hors du lit et dévore le pauvre Petit Béret Rouge. Et maintenant que la louve est bien repue, elle s'allonge dans le lit, elle s'endort et elle se met à ronfler comme c'est pas possible. Un chasseur passe justement aux abords de la maison et il se dit, mais pourquoi il ronfle si fort le vieillard ?
Il faut que j'aille voir si tout va bien. Alors il rentre dans la chambre, et quand il s'approche du lit, il voit la louve couchée là. Ah, te voilà, vieille pécheresse. Ça fait un bail que je te cherche. Alors il épaule sa carabine. Mais il se dit soudain que si ça se trouve, la louve a mangé le grand-père et qu'on peut encore le sauver. Alors il ne tire pas, mais il va chercher des ciseaux et il se met à tailler dans le ventre de la louve endormie. Et après quelques coups de ciseaux, il voit apparaître un petit béret rouge. Et encore après quelques coups de ciseaux, Le petit garçon bondit au dehors en s'écriant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur !» C'était tout noir dans le ventre de la louve. et maintenant c'est au tour du vieux grand-père de sortir de là. Il est encore vivant, mais il peut à peine respirer. Alors Petit Béret Rouge galope chercher des grosses pierres et il les fourre dans le ventre de la louve. Résultat, quand elle se réveille, elle essaye de s'enfuir, mais les pierres sont tellement lourdes qu'elle s'écroule, raide, morte. Alors, ils sont tous les trois très contents. Le chasseur dépaisse la louve et rentre chez lui avec la fourrure. Le grand-père mange le gâteau et boit le vin apporté par Petit Béret Rouge et reprend des couleurs. Quant à Petit Béret Rouge, il se dit « Tu n'iras plus jamais te balader tout seul loin du sentier dans la forêt profonde si c'est interdit par ta mère. »